Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à votre chaîne SDTV. C'est un plaisir de vous retrouver ici encore dans votre émission Expression Directe. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Mamadou Kouyaté, qui est sociologue, consultant et manager en ressources humaines, par ailleurs président directeur de l'école de formation haute études de coaching et de management. Monsieur Kouyaté, bonjour. Bonjour Demba, c'est un plaisir pour moi d'être invité sur votre chaîne de télévision. C'est professeur Mamadou Kouyaté, sociologue, consultant, manager des ressources humaines, président, directeur général de haute études de coaching et de management, qui est un institut supérieur d'enseignement professionnel. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir également de partager avec vous ce plateau de la SDTV, plus précisément dans votre émission Expression Directe. Aujourd'hui, nous allons parler du virus coronavirus, mais aussi de formation professionnelle, des questions d'opérationnalité, mais aussi d'employabilité des jeunes diplômés. Aujourd'hui au Sénégal, le Sénégal a enregistré 47 cas suite aux infections du Covid-19 depuis son apparition en décembre en Chine, qui est en train de réguler ces cas. Mais aujourd'hui au Sénégal, on note quelques 47 cas depuis hier. Quelle lecture vous en faites en tant que directeur qui a vu son école fermée? Oui, je crois que le Covid-19, communément appelé coronavirus, est une pandémie à dimension internationale dès l'instant que cette maladie est en train de se propager sur presque tous les pays du monde. Et le Sénégal n'a pas fait l'exception. Et effectivement, depuis l'avènement de la pandémie à nos jours, le nombre contaminé ne fait que s'accroître, ce qui est inquiétant, ce qui également a forcément des impacts sur la vie sociale, mais également économique. Je crois qu'aujourd'hui, l'idéal voudrait que les populations du Sénégal restent solidaires avec les gouvernants pour que la main dans la main, que nous puissions combattre cette maladie, suivre les consignes d'hygiène et de propreté telles que précisées par le ministère en charge des questions de santé, mais également que le combat soit une question individuelle, mais également une question collective. Ok, merci. Vous avez parlé d'esprit de solidarité des citoyens sénégalais, c'est-à-dire que c'est des comportements qu'ils devraient adopter. Pas plus tard qu'hier, le ministre ou bien le président a demandé à ce que les mosquées soient fermées pour réduire les risques de propagation du virus une semaine après la fermeture des écoles et des frontières après 48 heures. Aujourd'hui, pensez-vous que la décision de fermer les écoles, les frontières ainsi que les mosquées, cela pourrait être une très bonne mesure de prévention aux côtés de l'État du Sénégal? Voilà, je crois que nous avons salué la mesure forte de son Excellence M. Macky Sall, tendant à interdire tout rassemblement. Une décision qui est venue à point nommé, dès l'instant que le rassemblement peut faciliter la contamination. Alors, donc, cette mesure-là doit pouvoir être appliquée sur toute l'étendue du pays, sans exception. Je crois que le fait, effectivement, que les écoles se ferment temporairement, le fait que les mosquées soient fermées temporairement, les églises temporairement, autres activités de culte soient arrêtées temporairement, n'est pas une fin en soi. La santé avant tout, dans tous les cas, toutes ces activités pourront reprendre de la plus belle manière si nous parvenons à combattre le coronavirus. Alors je crois que le comportement citoyen et civique voudrait que cette règle soit observée et de toute façon, l'État doit pouvoir être ferme sur ses positions. Parce que l'État doit se caractériser par la fermeté, par la rigueur et l'obligation de faire observer la règle de droit. Il est anormal que la règle de droit soit observée
par une partie de la population et qu'une autre partie se veut au-dessus de la règle de droit. Je crois que l'État doit prendre ses responsabilités dès l'instant que c'est une question de survie. C'est une question de survie. La pandémie aujourd'hui est une catastrophe internationale. Le Sénégal doit pouvoir s'aligner par rapport aux instructions de l'Organisation mondiale de la santé et qu'on puisse rapidement, dans un temps record, pouvoir maîtriser la maladie parce que sinon, les impacts vont être plus visibles encore. Le tissu économique pourra être très affecté et j'en suis sûr et certain que le Sénégal n'a pas les capacités techniques ni matérielles pour contenir la maladie qui peut atteindre une propension très élevée. Nous avons vu des pays comme l'Italie, comme la France, être débordés par cette maladie. Je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal doit pouvoir prendre ses dispositions pour qu'on n'arrive pas à un point de non-retour. Parce que si jamais la maladie se propageait, la maîtrise pourra effectivement être difficile. On ne le souhaite pas. D'accord. Vous l'avez dit exactement. C'est là, les Sénégalais, ou bien les citoyens sénégalais devraient adopter un comportement plus responsable. Oui, mais on va revenir un peu sur la question de la fermeture des écoles. Vous, en tant que directeur d'école de formation professionnelle, est-ce que cette fermeture n'a pas un impact social dans la survie de votre école? Oui, il est évident que toute crise a forcément des impacts sur la vie des organisations. Alors, nous demander d'arrêter les cours temporairement alors que nous avons un calendrier pédagogique qui tient sur des délais bien déterminés, ça pose un peu problème, mais nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. L'impact effectivement va être visible sur la pédagogie, l'impact va être visible sur les finances, l'impact également va être visible sur le personnel administratif et même le personnel enseignant. Mais je crois savoir que la conscience supérieure d'appartenance au Sénégal doit pouvoir nous amener à taire nos intérêts crypto-personnels et à pouvoir se mettre au-dessus, n'est-ce pas, des considérations personnelles, travailler en tout cas avec l'État du Sénégal pour combattre le fléau. D'accord. Qui parle d'impact parle de mesures préventives. Par exemple, lorsqu'on parle d'impact sur l'école ou bien sur sa survie, ça veut dire, est-ce que vous, en tant que directeur, vous avez pris des mesures préventives afin que ces impacts ne puissent pas avoir des répercussions lourdes sur la gestion au sein de votre école? Voilà, nous avons non seulement suspendu les enseignements, mais aussi nous avons fait un réaménagement du temps de travail du personnel administratif pour les protéger et mieux encore les dispositifs d'hygiène, surtout le fait de laver les mains, mais également d'utiliser les désinfectants pour que la santé soit préservée et que tous ceux qui viennent à l'école n'amènent pas le virus ou encore que ne soient pas contaminés par le virus. Ok. En France, le président Macron a dit qu'aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera pas laissée à elle seule. Aujourd'hui, attendez-vous qu'en tant qu'entreprise, personne morale plutôt, que l'État du Sénégal vienne en aide les entreprises? Oui, l'apport de l'État par rapport au fonctionnement des entreprises dans ces moments de crise est salutaire. Mais nous laissons ça à l'appréciation des gouvernants. Je ne sais pas si l'économie, n'est-ce pas, du pays pourra permettre aux gouvernants de se faire le luxe de subventionner ou encore d'accompagner les entreprises dans le cadre de la prise en charge de leurs besoins de fonctionnement. Je sais que nous avons un gouvernement très responsable qui peut étudier les manques à gagner, éventuellement faire des propositions. Dans tous les cas, on ne va pas jeter sur la possibilité de revoir un peu les conditions de paiement des impôts, mais également une possibilité d'accompagner, d'être accompagné par des structures financières. Que l'État, par exemple, puisse inciter les structures financières, les banques de la place,
à venir en appoint aux entreprises dans cette situation, n'est-ce pas, de crise. Ok, en tant que sociologue de formation, aujourd'hui, les Sénégalais, les esprits sénégalais sont bien affectés par la présence du virus. En tant que sociologue, quel serait votre conseil à l'endroit de ces Sénégalais? Oui, je crois que effectivement la panique semble s'installer. La peur est visible partout. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une fin en soi. Les populations doivent rester sereines. Ce qui est important dans ce cas de figure, c'est d'observer les règles d'hygiène. Les règles d'hygiène et de propreté, de contrôler un peu les allées et les retours, de diminuer, n'est-ce pas, la fréquentation des milieux publics. Bref, de s'aménager de sorte à ce que nous puissions combattre la maladie. Voilà, mais je pense qu'il n'y a pas de péril en la demeure. On peut plus ou moins espérer que dans les jours à venir, que la pandémie, en tout cas, va être revue à la baisse et que le nombre de cas guéris pourra en tout cas dépasser loin le nombre de cas encore pas guéris. Ok, cette fois-ci, on va quitter, on va aller un peu plus loin en nous atterrissant directement dans la formation professionnelle et aussi dans la question de l'employabilité, d'opérationnalité des jeunes. Nous avons aujourd'hui une vague importante de jeunes diplômés. Après 3 ans, 4 ans de formation, qui se retrouvent d'ailleurs dans les rues sans emploi. À votre avis, en tant que manager, en tant que formateur aussi, quelle est la principale cause de ce manque d'emploi? Est-ce que la jeunesse ne devrait pas s'auto-employer? Oui, effectivement, la question de l'employabilité est fondamentale pour la création de la valeur ajoutée, pour l'épanouissement des jeunes, j'allais même dire pour le développement de l'Afrique. Parce qu'il ne suffit pas d'aller à l'école et d'avoir des diplômes, encore faut-il que les compétences soient utilisables. Alors, les compétences vont être utilisables si seulement si l'apprenant a suffisamment de connaissances ou de compétences dans son domaine de prédilection. Autrement dit, le fondement de l'employabilité, c'est l'acquisition des connaissances et des compétences, j'allais dire avoir un métier. Et quand également on acquiert des compétences ou des connaissances, faudrait-il avoir les habiletés à pouvoir trouver de l'emploi salarié. Trouver de l'emploi salarié peut nécessiter la possibilité de pouvoir rédiger un CV gagnant pour qu'on puisse réussir déjà le pari de la présélection sur le dossier, mais également qu'on puisse avoir les moyens de convaincre un recruteur quand on est en situation d'entretien d'embauche. Ou bien encore, quand on parvient à trouver de l'emploi, l'employabilité signifie également le fait de mériter la confiance de l'employeur, de devenir un salarié exemplaire en termes d'assiduité, en termes de ponctualité, en termes de sens de la responsabilité, en termes d'atteinte des objectifs. Et mieux encore, dès l'instant que le monde du travail semble être saturé, l'étudiant qui a un profil compétitif pour avoir accumulé suffisamment de compétences doit pouvoir se positionner en entrepreneur. Se positionner en entrepreneur, concevoir une idée de projet, faire la planification, faire la conception, s'approcher des structures censées l'accompagner sur le plan financier pour la mise en œuvre de son projet, voire la création de son entreprise. Et dans ces dynamiques également, la question de l'entrepreneuriat n'est pas gagnée d'avance. Vous allez voir que les entrepreneurs vont beaucoup souffrir, ils vont beaucoup endurer pour pouvoir positionner leurs entreprises sur le marché. Apparemment, ils n'ont pas de vie, ils travaillent plus que prévu, avec beaucoup de risques et beaucoup
beaucoup de sacrifices parce que aussi la liberté d'exister n'est pas à donner. La liberté d'exister est à donner. Ceux-là qui ne prennent pas le risque de grandir vont se faire avaler par les autres. Donc, effectivement, la question de l'employabilité est une question vaste, est une question hétérogène. Et c'est ça, effectivement, le déficit que les jeunes ont aujourd'hui. Certes, ils ont des compétences, ils ont des diplômes à brandir, mais est-ce qu'ils sont employables? Est-ce qu'ils sont employables en termes, effectivement, de création de valeur ajoutée quand ils ont de l'emploi salarié, mais également en termes de possibilité d'être un entrepreneur? Voilà, c'est pourquoi, ici à HSM, nous mettons l'accent sur la formation d'un profil compétitif. Il faut que le profil soit compétitif pour que le profil puisse avoir de la valeur ajoutée en tant que salarié, mais également que le profil puisse être un entrepreneur qui crée une entreprise et qui se positionne sur le marché du travail et qui crée de la valeur ajoutée. Ok, vous avez parlé d'esprit compétitif, mais aussi de création de leaders. Est-ce que vous avez eu à créer une génération de leaders qui émanent ou bien qui ont émané de cette école? Naturellement, HSM, depuis sa création, a formé beaucoup de cadres qui sont sur le marché du travail, qui sont des exemples de leaders. Je peux même me faire le plaisir de vous citer, vous-même Demba Thioune, pour avoir été étudiant d'HSM. Étudiant d'HSM, de la licence 1 à la licence 3. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir de vous voir en tant que journaliste d'une chaîne de télévision. Et sans me tromper, je sais que vous êtes pétri de talent et que vous avez l'esprit d'imagination et de créativité et que depuis longtemps, vous avez montré votre facette d'entrepreneur. Alors, ça ne nous surprend pas de vous voir dans la dynamique de l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, ce que vous faites comme ça, c'est de l'auto-emploi. Alors, c'est ça que nous encourageons en réalité. Il est mieux, effectivement, de se positionner en entrepreneur, de devenir un patron, que de se contenter du minimum à travers un emploi salarié qui parfois ne nourrit pas son homme. Voilà, l'emploi salarié peut ne pas nourrir son homme dès l'instant que nous sommes en Afrique. Les besoins sont colossaux et que souvent tous les jeunes qui travaillent sont des soutiens de famille. Voilà, ils sont des soutiens de famille. Le salaire du mois peut ne pas couvrir leurs besoins, eux et tout ce qui compte sur eux. Donc, on ne fait que s'en féliciter, parce que aussi le credo de HSM, c'est la qualité totale. La qualité totale, tant sur le point de vue du programme qui est riche et divers, avec un accent particulier qui est mis sur le coaching, c'est-à-dire le développement du savoir-être professionnel, pour que les apprenants soient charismatiques, qu'ils deviennent des leaders et des véritables managers, mais également du point de vue de la qualité du corps professoral, qui est en tout cas de haut niveau, avec des formateurs de 3e cycle, mais également des spécialistes qui nous viennent des entreprises, mais aussi la rigueur et la pédagogie de l'administration. Nous avons une administration pétrie de talent qui brille par le professionnalisme et la rigueur. Et l'autre atout aussi de l'école est que nous avons un cadre très convivial. Aujourd'hui, HSM a 3 campus universitaires avec des équipements très adéquats, vous le constatez vous-même, avec une technologie de pointe
qui nous permet aujourd'hui de nous positionner comme une école de référence. Ok, maintenant, au-delà de ce cadre convivial que vous venez de citer, est-ce que votre école, je dis bien, est-ce qu'elle est au-delà même des mesures d'accompagnement prescrites par l'État du Sénégal, en accompagnant ou bien en soutenant les jeunes diplômés, est-ce que vous, au sein de votre structure, est-ce qu'il y a cette opportunité offerte aux étudiants qui sont diplômés de votre école dans la création de leur projet d'entreprise? Oui, nous avons un service de communication, de relations extérieures et de l'insertion professionnelle. Un service de l'insertion professionnelle qui a pour vocation de trouver des stages pour les étudiants, de nous trouver également des emplois, mais aussi de les accompagner dans le cadre de la création des entreprises ou encore dans le cadre de la mise en place de leurs projets. Et dans cette dynamique, nous travaillons avec le FONGIP, qui est une structure de l'État, mais également l'ANPEJ, qui aussi est un démembrement de l'État, et aussi la direction de l'emploi. C'est des structures qui nous accompagnent pour que la recherche de l'emploi soit facile, mais surtout que nous puissions asseoir définitivement les bases de l'entrepreneuriat à travers, n'est-ce pas, les étudiants de l'école. Ok. Qui parle de formation parle de moyens financiers de la part des étudiants, parce que la formation, il faut qu'on le dise, des fois, elle coûte cher. Aujourd'hui, vous, est-ce que ici, dans votre école, il y a des possibilités d'avoir des bourses d'études, soit à moitié entière ou demi-bourse, ou bien la facilitation à l'accès de ces jeunes? Oui, nous essayons d'allier l'aspect économique à l'aspect social. C'est vrai que la formation professionnelle a un coût dès l'instant que nous sommes dans le système économique qui mise sur la rentabilisation de l'investissement. Il est évident que ceux qui veulent bénéficier de cette formation de luxe doivent disposer d'un minimum. Mais la vérité est que tout le monde a droit à la formation, mais tout le monde n'a pas les moyens conséquents à pouvoir se former. C'est pourquoi il nous arrive effectivement, comme vous l'avez dit, de donner des bourses sociales, des demi-bourses, parfois des bourses entières, à travers même des partenaires et des relais de l'école, mais surtout à travers les communes, en tout cas qui constituent les murs de lamentation des populations. Nous sommes en partenariat avec beaucoup de communes de Dakar, à qui nous donnons effectivement ces bourses sociales. Okay. Dans l'optique en tout cas d'apporter notre pierre à l'édifice. Ok. Il y a quelques semaines, je dirais bien, avant l'arrivée, la présence du Covid-19, la question de la reconnaissance des diplômes ont été posées ici au Sénégal. Aujourd'hui, est-ce que votre école, elle s'est préparée à la reconnaissance de ces diplômes-là? Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de faire 3 ans de formation ou 4 ans, alors que le diplôme n'est pas reconnu par l'État ni par le CAMES. Est-ce que vous, votre école, a misé sur cette reconnaissance des diplômes? Oui, effectivement, c'est un préalable, parce que quand on crée un institut de formation professionnelle, la logique voudrait que les diplômes de cet institut soient reconnus. C'est pourquoi si vous regardez en haut ici, sur le kakimono que nous avons ici, vous allez voir Institut supérieur d'enseignement technique et professionnel, autorisation numéro 005793 du ministère de la formation professionnelle, apprentissage et artisanat, qui donne la reconnaissance à nos bac plus 2, le BTS, mais également vous allez voir l'agrément numéro 175 du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui également donne reconnaissance à nos diplômes du système LMD. Donc la reconnaissance des diplômes, de mon point de vue, est un préalable pour la crédibilité des enseignements dans l'institut de formation professionnelle. C'est vrai que maintenant, il y a de nouvelles institutions qui ont fait leur apparition. Je veux parler de l'ANAQ-Sup et aller également vers le CAMES. Donc il est évident que HSM est dans la dynamique aussi de valider ces habilitations-là.
Ok. Récemment, les nouveaux bacheliers de 2019 n'ont pas été orientés dans les instituts privés que l'État du Sénégal avait fait. Bon, l'État du Sénégal avait pris la décision d'orienter une bonne partie de ces nouveaux bacheliers dans les instituts privés. Avez-vous eu la chance de recevoir ces étudiants dans votre institut? Oui, la vérité est que HSM n'a jamais reçu d'étudiants orientés par l'État du Sénégal. C'est un choix stratégique dès l'instant que l'État, certes, est solvable, mais l'État peut tarder à payer. Et si l'institution de formation professionnelle n'a pas suffisamment de ressources pour supporter les charges liées à l'orientation de ces étudiants en attendant que l'État paye, ça crée d'énormes soucis de fonctionnement. Nous avons vu effectivement beaucoup d'instituts de formation professionnelle avoir des soucis de fonctionnement parce qu'ils n'ont pas pu supporter les charges liées aux étudiants que l'État a orientés dans leur établissement. Ils ont eu beaucoup de soucis à gérer les honoraires des formateurs. Ils ont eu beaucoup de soucis à gérer les charges de fonctionnement. Alors, donc nous, de façon délibérée, on n'a pas été demandeurs et naturellement, nous n'avons pas reçu d'étudiants de l'État. Mais il faut dire que HSM a un nombre très très important d'étudiants. Voilà, de la création de HSM à nos jours, nous avoisinons les 2000 étudiants. Chaque année, on ne fait que doubler, n'est-ce pas, les effectifs. Et je suis persuadé que le positionnement d'HSM est très bon sur le marché, sans pour autant se jeter des fleurs. Je sais que nous avons damné le pion à beaucoup d'instituts de formation professionnelle. On se positionne parmi les leaders. On se positionne parmi les leaders. HSM, en tout cas, fait la fierté des étudiants. Ok. Vous faites la fierté des étudiants, comme vous l'avez dit, et vous avez eu à former, exemple, je pense bien, si je ne me trompe pas, quelques 2000 étudiants depuis sa création jusqu'à nos jours. Mais aujourd'hui, je ne pense pas après que ces jeunes, après que ces 2000 jeunes soient formés, je ne pense pas qu'ils se retrouvent plutôt dans les maisons, dans les rues, ou bien dans la recherche toujours d'emploi, parce que tout simplement, il y a défaut de formation. Est-ce qu'il y a exactement la moitié au moins de ces jeunes-là qui sont aujourd'hui opérationnels? Oui, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, on s'efforce à pouvoir bien former pour que le profil soit un profil compétitif. Mais la vérité est que la recherche de l'emploi, c'est de l'emploi. Voilà, il revient à chaque jeune formé, surtout bien formé, de s'organiser, en tout cas pour trouver de l'emploi salarié, ou encore que de s'organiser pour se positionner en entrepreneur. Nous avons un dispositif de suivi et je sais que le taux d'insertion est vraiment satisfaisant. Voilà, le taux d'insertion est satisfaisant. Le nombre de jeunes étudiants formés à HSM qui est devenu entrepreneur, ce nombre-là vraiment est très considérable. Ok, donc admettons qu'il y a juste on espère plutôt que les jeunes que vous formez deviendront dans 10 ans des jeunes entrepreneurs ou bien à dimension nationale et internationale. Les entreprises africaines, alors qui devront faire face aux entreprises internationales, d'où la concurrence internationale. Est-ce qu'à ce niveau, ce ne serait pas la faiblesse des entreprises locales, pour ne pas dire africaines, pour pouvoir prétendre à concurrencer les entreprises de renommée internationale ou bien des entreprises internationales? Oui, la question de la compétitivité se pose naturellement parce qu'aujourd'hui, il faudrait que les entreprises africaines aient des stratégies, des approches et des outils leur permettant de proposer des offres qui vont enchanter l'international. Voilà. Donc il faudrait effectivement
que nous puissions être dans l'approche du monde qui est un village planétaire. Alors qu'on ne se contente pas de nos minimums, si je peux l'appeler comme ça. Qu'on ne se contente pas de nos minimums, ce qu'il y a de plus efficace, de plus beau, de plus bien, de plus rentable, nous devons aller à la recherche de toutes ces valeurs positives-là. On s'approprie de ces valeurs pour qu'on puisse effectivement se positionner en citoyen du monde en vue de se développer. Mais qu'on ne soit pas dans le cercle infernal de Sénégalais ou d'Africains ou je ne sais pas quoi. Bref, ça freine le progrès. Parce que aussi, un Africain qui est compétent doit pouvoir être un citoyen du monde. Je suis Sénégalais originaire de la Casamance, plus particulièrement de Sédhiou. Mais quand de Sédhiou j'arrive à Dakar, je peux également aller en Europe, en France, et faire valoir mes compétences. Et tenir tête effectivement à des Occidentaux, parce que les compétences n'ont pas de couleur. Alors, le complexe d'infériorité, il faut qu'on l'enlève. Qu'on enlève le complexe d'infériorité. Ce qui est important pour nous, c'est d'acquérir les compétences, d'acquérir les talents, que nous puissions regorger des valeurs qui feront de nous des personnes valables sur le plan national, mais également sur le plan international. Voilà. Ok, exactement. On va juste essayer de faire un petit point final sur tout ce qui a été dit. Et aujourd'hui, en tant que directeur, votre message, quel serait votre message à l'endroit de vos des autres acteurs du milieu professionnel, dans le but de créer comment dirais-je encore, un cercle qui permettrait à l'enseignement supérieur de doter de ces étudiants-là et des compétences, comme vous l'avez dit, qui les permettront d'accéder au milieu, au monde de l'emploi? Oui, je crois qu'il faut qu'il y ait aujourd'hui plus d'adéquation entre le contenu des formations et les réalités du monde de l'emploi. Parce que les responsabilités à ce niveau-là sont partagées. Les instituts de formation professionnelle doivent proposer des contenus en adéquation avec les réalités du monde de l'emploi. Mais encore faut-il que les apprenants soient assoiffés d'acquérir les compétences pour que le profil soit compétitif. Mais il est aussi important que les employeurs puissent mettre en place un dispositif d'accueil et d'intégration pour faciliter l'opérationnalité des jeunes diplômés. Donc, c'est trois ensembles qui vont de pair. Parce que aussi, un jeune diplômé a besoin d'être accompagné. C'est pourquoi il faut que les entreprises acceptent de donner une première expérience à un jeune diplômé en le prenant en stage. Celui qui n'a jamais fréquenté une entreprise, comment il va accumuler, n'est-ce pas, de l'expérience? Il faut que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise soient souples, c'est comme ça que je peux l'appeler. La souplesse, et que le combat pour l'insertion professionnelle soit également leur affaire. Parce que aussi, la responsabilité sociétale de l'entreprise leur incombe. Il ne s'agit pas aussi de créer une entreprise pour continuer à accumuler du bénéfice, du profit, sans pour autant que cette entreprise ait un apport social dans le pays. Il est bien, effectivement, de sauvegarder le volet financier de l'entreprise et de miser trop sur l'expérience et l'opérationnalité, mais aussi la logique sociale voudrait que l'on puisse aider les autres à apprendre. Ok, on va juste terminer. Mieux vaut d'être confiné que d'être confirmé. Je parle du coronavirus. Quel message vous lancez au Sénégal? La situation s'aggrave, on ne le souhaite pas. Et que le confinement s'impose, nous sommes entièrement d'accord pour une telle décision.
Parce que aussi, à l'impossible, nul n'est tenu. Et je crois que les autorités du pays, en tout cas, doivent continuer à observer la situation, à mesurer l'évolution de la situation. Le souhait est qu'elles puissent, les autorités, maîtriser en tout cas la pandémie. Mais si jamais la pandémie prend une proportion très grande, des mesures comme le confinement pourront éventuellement être prises. Et tout le monde doit pouvoir se plier à de telles décisions parce que aussi, nul ne doit être au-dessus, n'est-ce pas, de l'État ou de la loi dès l'instant que les lois sont faites pour préserver en tout cas l'intégrité des populations, préserver la santé des populations, faire tout pour que le climat social soit plus prospère à la vie. Voilà, donc cette responsabilité, en tout cas, est du ressort des gouvernants, en fonction, n'est-ce pas, de l'évolution de la pandémie. Mais on espère bien et on souhaite bien, avec la volonté de Dieu et les prières que les musulmans et chrétiens du Sénégal sont en train d'observer, que la pandémie sera vaincue, en tout cas dans les jours à venir. C'est le souhait le plus ardent. Mais dans tous les cas, restons fidèles et restons soudés aux directives, n'est-ce pas, des gouvernants. Parce que c'est eux qui ont la responsabilité de veiller sur la santé et le cadre de vie de toutes les populations du Sénégal. Mesdames, Messieurs, chers internautes, je rappelle que vous êtes sur la SDTV dans votre émission Expression Directe, qui a eu le plaisir de recevoir M. Mamadou Kouyaté, qui est sociologue, manager en ressources humaines, mais aussi consultant, par ailleurs directeur général de la grande école haute étude de coaching et de management. M. Kouyaté, nous sommes au terme de l'émission. Quel serait plutôt le mot de la fin? Donc, je vous remercie pour l'invitation et je remercie également tous ceux qui sont en train de suivre votre chaîne de télévision. Dire que le Covid-19, communément appelé coronavirus, est un phénomène mondial très dangereux avec des impacts imprévisibles. Alors que les populations du Sénégal soient conséquentes avec elles-mêmes et qu'on reste debout et solidaire derrière les autorités étatiques. Respecter les consignes à la lettre pour que nous puissions rapidement maîtriser la pandémie. Autre élément sur lequel également je souhaiterais terminer, c'est aussi la question de l'employabilité des jeunes. Un jeune doit pouvoir être assoiffé d'acquérir les connaissances et les compétences. Et quand on a les connaissances et les compétences, on doit pouvoir se positionner comme étant un salarié exemplaire pour mériter la confiance des employeurs. Et mieux également, les jeunes doivent pouvoir être suffisamment ambitieux, être créatifs pour se positionner aussi en entrepreneur dès l'instant que le marché du travail est saturé. HSM, en tout cas, est dans cette dynamique d'accompagner les jeunes, non seulement à trouver de l'emploi salarié, mais également l'auto-emploi. Merci. Ok, chers auditeurs, internautes plutôt, ça a été un immense plaisir de vous représenter cette émission Expression Directe en partie avec M. Mamadou Kouyaté, qui est le président directeur général de haute étude de coaching et de management, par ailleurs consultant, manager plutôt en ressources humaines, sociologue de formation. Ça a été un plaisir et d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt avec un autre numéro.